Bonjour à tout le monde. Donc nous reprenons le cours de ce voyage dans les catalyseurs moléculaires hétérogénéisés. À nouveau, donc on y est. C'est la semaine où se tient le colloque qui est associé au cours, et qui se fait dans le cadre donc d'une collaboration avec le réseau national sur la photosynthèse artificielle et les carburants solaires. J'en redirai un mot demain, bien sûr, en introduction. Donc le GDR, le groupement de recherche, c'est une structure CNRS assez classique. C'est la façon dont le CNRS organise des réseaux nationaux, fédérant des laboratoires, des équipes qui travaillent dans le même domaine pour qu'ils puissent se rencontrer et échanger. Demain, c'est la réunion annuelle. Donc, vous êtes évidemment tous invités à y participer. Il y aura évidemment d'un côté les membres du groupement de recherche qui seront présents, venant de la France entière, et évidemment tous ceux, comme d'habitude, au Collège de France qui sont intéressés à venir écouter les séminaires. Ce que je veux faire à partir de maintenant, c'est me plonger dans une famille de matériaux très à la mode, très développés en ce moment, qui sont en fait ce qu'on appelle en anglais des Metal Organic Frameworks. Différentes façons de les traduire, mais je choisis de les appeler matériaux poreux à charpente hybride. C'est un domaine qui est en pleine explosion, parce que comme vous allez voir, ces matériaux sont en effet originaux dans le sens où ils s'intègrent parfaitement bien dans le discours que je développe depuis quelques cours. Ils s'intègrent parfaitement bien dans cette vision moléculaire du solide. Et par ailleurs, voilà, ce sont des matériaux qui ont tout un tas d'avantages. Ils ont aussi des inconvénients, comme tous. Mais disons que certains ont pensé très tôt qu'ils pouvaient avoir des tas d'applications dans tout un tas de domaines. Et bon, pour le moment, c'est un peu le début de cette histoire, parce qu'en réalité, en termes d'applications réelles, pour le moment, il n'y a pas énormément de choses. Et moi, je voudrais me concentrer sur les aspects de la catalyse et essayer de vous montrer de façon assez exhaustive qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux et qu'est-ce qui a été fait. Alors, je reviens à nouveau à la question. J'ai montré cette figure la dernière fois, mais je la reprends pour à nouveau redire quelle est la problématique. Lorsqu'on va... et d'ailleurs, je remontrerai une partie de ces éléments dans mon introduction demain, en introduction du colloque. Finalement, quand on se pose la question de ce que seront demain les dispositifs pratiques de transformation de l'énergie solaire en carburant, ça devrait schématiquement ressembler à ça. C'est-à-dire, à nouveau, un système couplé panneaux solaires, panneaux photovoltaïques, électrolyseurs. Ça, c'est la première stratégie. C'est une stratégie qui a un sens, y compris économique, parce que, comme vous le savez, tout indique que la planète continuera à être recouverte de panneaux photovoltaïques. C'est une industrie en pleine explosion, et ça continue. Et par ailleurs, l'électrolyse, c'est une technologie, je ne dis pas qu'elle est mature, mais disons que les industriels savent depuis très longtemps faire de l'électrolyse, même si, évidemment, tout n'est pas résolu, sinon tout ça serait fait, tout n'est pas résolu et qu'il faut, en effet, travailler à rendre les systèmes beaucoup plus efficaces, moins coûteux, etc., comme d'habitude. Et puis il y a la deuxième stratégie,
dans laquelle, vous voyez, contrairement à ce qui se passe ici, où vous transformez de l'énergie solaire en énergie électrique, et ensuite cette énergie électrique est envoyée dans un électrolyseur où cette énergie électrique est transformée en énergie chimique. Ici, tout est intégré, c'est une cellule photoélectrochimique. D'une certaine façon, le panneau photovoltaïque est intégré dans les électrodes, donc ce sont des photoélectrodes dans lesquelles vous avez à la fois la collecte des photons solaires et la catalyse sur les électrodes. Et une fois qu'on a produit un carburant, donc solaire, puisqu'il peut s'agir de l'hydrogène ou des produits dérivés du carbone, du CO2, pardon, et de l'oxygène qui est le sous-produit de la réaction, ici à l'anode ou à la photoanode, évidemment, il y a un autre type de dispositif, de type pile à combustible, où c'est la réaction inverse qui se produit et vous utilisez l'hydrogène qui vient du soleil et de l'eau et vous réutilisez cette énergie chimique qui contient l'énergie solaire qu'il a produite. Vous transformez donc cette énergie chimique en énergie électrique que vous pouvez utiliser pour tout un tas d'applications. Et de l'autre côté, évidemment, à la cathode, vous réduisez de l'oxygène. Et donc ça fait un cycle merveilleux qui fait rêver certains dans une vision d'un monde dans lequel, en effet, le Soleil serait la seule source d'énergie où on produirait des carburants et on utiliserait ces carburants à travers ces dispositifs. Donc ça, c'est toujours le même socle qui justifie les travaux, y compris par exemple des gens du fameux GDR, mais en France, mais c'est vrai dans le monde entier. Mais là, la question à nouveau que j'ai évoquée la dernière fois, c'est que vous voyez tous ces matériaux ici solides, ces électrodes, sont des solides et doivent contenir à la fois des catalyseurs et des semi-conducteurs pour capter la lumière, de sorte que, au fond, on est dans du solide. Et j'ai dit plusieurs fois, j'ai du mal à imaginer que les catalyseurs moléculaires, même les plus performants, seront utilisés dans des dispositifs comme ça, dans l'électrolyte, dans le solvant, pour tout un tas de raisons. Et donc, la question qui est posée aux chimistes moléculaires, c'est si je développe des photosensibilisateurs donc pour piéger la lumière et des catalyseurs qui sont moléculaires, si je veux vraiment les exploiter jusqu'au développement technologique, y compris à l'échelle industrielle, il faut que j'ai des stratégies qui me permettent de les fixer sur les électrodes, de ne pas les laisser dans le solvant, de les fixer sur les électrodes. C'est de ça dont je parle depuis quelque temps, et donc je vais évoquer ces matériaux particuliers, ici, les MOF, les matériaux poreux, comme possibilité de fixer des molécules. Alors, on peut fixer ces molécules. Voilà, ici, ce complexe, vous le reconnaissez, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un catalyseur moléculaire qui est relativement simple, comme vous le voyez, qui est un de ceux qui sont les plus performants pour faire de la réduction des protons en hydrogène. Clairement, il est très étudié dans cette perspective de le fixer sur différents matériaux. Bon, c'est un exemple, mais voilà. Alors, les matériaux, de quoi il s'agit? Eh bien, ce sont des matériaux conducteurs, ce sont des matériaux semi-conducteurs, ce sont des matériaux transparents aussi, puisqu'il faut qu'on puisse éclairer tout ça. Alors, ici, quand je mets nanotubes de carbone, ceux-là, ils ne sont pas transparents. Mais voilà, donc il y a toutes sortes de matériaux possibles, et la question, c'est de les fixer de façon suffisamment forte pour que, en effet, cette molécule devienne partie du solide et que l'ensemble soit simplement un solide. En général, ces molécules sont fixées sur la surface, mais on a aussi des matériaux poreux qui permettent
y compris d'installer ces molécules à l'intérieur de ces pores, augmentant d'une certaine façon la densité de surface des catalyseurs. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'avantages à cette stratégie. Vous voyez la situation de la molécule dans le. Vous voyez ici, vous avez l'électrode, ici c'est la couche active. Et puis vous voyez que dans cette situation-là, vous avez tout un tas de molécules qui sont dans le solvant, qui ne servent à rien. Il n'y a qu'une petite partie des molécules qui sont actives. Ici, si vous avez votre catalyseur actif sur l'électrode solide, évidemment, on voit bien que tout se passe ici. Et si vous fixez votre molécule bleue ici sur un solide qui vient sur l'électrode, évidemment, là, il n'y a plus rien dans l'électrolyte et vous avez tout sur la couche catalytique. Donc, si vous voulez, il y a tout un tas de propriétés qui sont envisagées quand on fixe ces molécules. On peut espérer stabiliser le catalyseur lorsqu'il est fixé sur la surface. On se trouve avec un solide finalement qu'on peut modifier par la synthèse, puisque on peut changer ici tout un tas de substituants du ligand et changer donc les propriétés de la réactivité de surface. On peut changer le métal, enfin donc on peut faire un certain nombre de choses et on est toujours sur du solide. Ce solide ou cette électrode, ceci peut être l'électrode elle-même, évidemment est en contact direct avec le catalyseur, donc on peut espérer avoir des transferts d'électrons beaucoup plus efficaces, beaucoup plus directs entre l'électrode et le catalyseur dans les deux sens. Évidemment, on peut accumuler, moyennant aussi des efforts de nanostructuration de la surface, à avoir une très grande concentration de catalyseurs dans cette couche de réaction, dans cette couche catalytique. On n'est pas limité par la diffusion des espèces actives. On peut, au fond, puisque toute la molécule est maintenant dans le solvant, s'abstraire de tous les problèmes de solubilité, et ça va même jusqu'à pouvoir travailler dans l'eau, ce qui est un objectif, y compris avec des molécules qui ne sont solubles que dans des solvants organiques, par exemple. Et donc on peut travailler avec différents électrolytes, différents solvants, et sans se préoccuper de la question de la solubilité, comme ici, par exemple. Meilleure exploitation des atomes du catalyseur, c'est ce que j'ai déjà dit. Et puis, dans cette situation-là, évidemment, on se rapproche de la situation simplement solide d'une électrode. Et donc, en effet, comme je l'ai dit, c'est quand même l'avenir est là. Et donc, on va pouvoir utiliser ces matériaux-là, appelons-les matériaux moléculaires, dans des véritables dispositifs technologiques. Et enfin, tout ça n'est pas dans un ordre de priorité, c'est un ensemble de propriétés. Et puis l'autre chose, évidemment, c'est que contrairement à cette situation-là permet de faire de la récupération et du recyclage du catalyseur, puisque c'est un solide. Et donc, par filtration, par exemple, on peut récupérer, ou si le catalyseur est fixé sur l'électrode, en retirant l'électrode, on retire à la fois le catalyseur moléculaire. Voilà. Alors, c'est tout ça qui pousse les gens à se dire que ça vaut quand même le coup de travailler sur ces efforts de greffage sur des solides. Évidemment, tout ça n'a de sens que si vous avez un bon catalyseur moléculaire. Si votre catalyseur moléculaire n'est pas très bon, ce n'est pas très engageant. Bon, d'un autre côté, l'expérience montre que ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des catalyseurs moléculaires qui deviennent lamentables lorsqu'ils sont fixés sur un solide, et puis il y a des catalyseurs moléculaires pas très bons qui deviennent très très bons sur des solides. De fait, s'ils deviennent très bons sur des solides, c'est à la fois parce qu'il peut y avoir aussi des modifications sur le solide, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien toujours de quoi il s'agit sur le solide,
Et la deuxième chose, c'est que ce lien ici n'est pas neutre et qu'il y a des interactions synergiques entre le solide et la molécule qui fait que la molécule n'est pas tout à fait une molécule lorsqu'elle est accrochée à un métal. Et là, il y a tout un domaine assez intéressant pour essayer de comprendre ce qu'est une molécule qui est accrochée à un métal, à une surface solide. Pardon, oui. Il y a évidemment des problèmes. En particulier, vous travaillez sur un catalyseur que vous trouvez très intéressant, très bon, et puis s'il faut l'accrocher, eh bien pour l'accrocher, vous êtes obligé d'introduire des fonctionnalités qui modifient le catalyseur. Donc déjà, le catalyseur que vous accrochez sur la surface n'est pas le même que celui sur lequel vous avez envie de greffer. Donc, en plus du problème de faire de la fonctionnalisation, donc de rajouter des étapes de modification qui peuvent avoir un coût, vous modifiez le catalyseur et donc vous pouvez aussi modifier la réactivité simplement par la nature des groupements que vous introduisez pour cela. Évidemment, après, vous retombez pour les chimistes moléculaires qui sont contents avec leurs rayons X et leur RMN, et évidemment, vous retombez avec les problèmes du solide. Hein, c'est-à-dire que c'est pas si facile que ça, d'autant que vous n'avez pas des quantités massives quand même qui sont présentes de la molécule sur la surface. Donc, vous retombez sur la problématique de la caractérisation et de l'identification réelle de ce que vous avez sur la surface. Est-ce que c'est exactement la même chose? Est-ce que vous n'avez pas modifié un tout petit peu le catalyseur? Et donc, voilà, c'est un peu plus difficile de le caractériser sur le plan structural avant et après la réaction, évidemment. Il y a un vrai problème dans toute cette chimie-là quand même de densité surfacique. Pour le moment, quand on regarde la littérature, on s'aperçoit voilà, on n'a pas des quantités massives, on n'arrive pas à fixer des quantités massives de catalyseurs. Ça, c'est un objectif. Vous comprenez bien que plus vous fixez de catalyseurs par unité de surface, normalement, plus vous avez de réactivité. Voilà. Et là, pour les mêmes raisons que pour l'étude structurale et électrochimique, au fond, l'étude mécanistique n'est pas aussi simple qu'avec une molécule que vous pouvez parfaitement bien caractériser. Donc, il y a aussi des inconvénients. Alors, il y a 36 façons, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette figure, mais il y a 36 façons de fixer un complexe. Alors ici, j'appelle ML, et tout au long d'ailleurs de ce cours, je vais appeler ML le catalyseur moléculaire. Donc je peux le fixer par exemple grâce à des polymères, ça peut être par électropolymérisation par exemple. Ça peut être à travers un ligand qui est lui-même électropolymérisable, qui va se fixer à la surface du catalyseur. Donc on peut avoir des films, membranes catalyseurs à la surface du solide. Alors ça peut être des membranes polymériques, ça peut être des matériaux carbonés, enfin, etc. Ensuite, vous pouvez... Donc ça, c'est indirect. J'appelle ça indirect parce qu'il y a une sorte de médiateur de cette interaction entre le solide et le complexe. Ensuite, vous avez des interactions directes. Alors, vous pouvez créer des liens purement covalents avec la surface ou dans les pores. Et là, il y a tout un tas de stratégies que j'évoquerai de fixation de façon covalente de ces complexes. Liaisons covalentes, ou ça peut être des liaisons de coordination, voilà. Vous pouvez aussi fixer le complexe de façon non covalente, par des interactions, physisorption sur du graphite par exemple, interaction pi-pi, avec classiquement des fonctionnalisations de type pyrène, vous voyez, qui permettent d'accrocher ce catalyseur
Voilà, et puis simplement dépôt du catalyseur sur la surface. Tout ça, ce n'est pas covalent. Et puis vous pouvez, c'est ce que j'indique ici, je vous montrerai quelques exemples, vous pouvez aussi fixer, alors de façon covalente ou non, tout ça représente la somme de tout le reste, fixer le ligand d'abord, et ensuite métaller les sites du ligand. Donc il y a tout un tas de stratégies, et on verra concrètement comment on peut faire ça. Alors, j'en viens maintenant à ces matériaux-là. Donc, vous avez un catalyseur moléculaire que vous avez développé, qui est intéressant pour faire de la réduction des protons, pour transformer le CO2. Bon. Et vous voulez faire une électrode, par exemple, ou un matériau solide avec. Et donc, il faut maintenant que vous choisissiez un support. J'ai parlé de nanotubes de carbone, j'ai parlé d'oxyde métallique, j'ai parlé de polymères, enfin il y a une infinité de possibilités. Ici, je voudrais vous parler de ces matériaux, donc les Metal Organic Framework ou matériaux poreux à charpente hybride, et on va voir pourquoi tout ça est hybride, organique, inorganique. Ici, c'est pour vous montrer, simplement, ça ne va que jusqu'en 2014, mais néanmoins, ça reste exponentiel. Le nombre de publications dans ce domaine est simplement exponentiel. Donc, c'est un domaine qui est très, très étudié. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de MOF? Alors, si vous voulez, plutôt que d'utiliser matériaux poreux à charpente hybride tout le temps, je vais parler de MOF. Ça sera plus facile. Donc, les MOF, ce sont ces matériaux, alors ici, sont tridimensionnels, mais il peut y avoir des bidimensionnels aussi, donc des matériaux tridimensionnels qui viennent de l'association entre un ion métallique ou un cluster métallique avec des liens organiques. Donc une partie inorganique avec un lien organique, c'est pour ça qu'ils sont hybrides organiques-inorganiques. Ici, par exemple, c'est un classique, un ligand très classique, c'est l'acide téréphthalique. Vous voyez, avec ses carboxylates, il peut fixer ce cluster, et de l'autre côté, il fixe, comme on peut le voir par exemple là, un deuxième cluster, et ainsi vous avez toutes les possibilités dans les trois dimensions, et le MOF est un matériau donc, qui est constitué à la fois de parties inorganiques, que vous voyez ici en bleu, et une partie organique qui fait le lien entre ces clusters. Et comme vous pouvez le constater, et c'est ce qui est représenté en jaune, donc ces matériaux sont solides et par ailleurs sont poreux. Et ici vous remarquez sur cette figure qu'à travers l'utilisation de liens organiques de tailles différentes, vous pouvez avoir des tailles de pores différentes. Donc ces matériaux sont en plus cristallins. Donc ces matériaux cristallins poreux ont tout un tas de propriétés qui ont vraiment intéressé les gens. Vous pouvez avoir des grands volumes de pores. En tout cas, vous pouvez modifier. Vous pouviez modifier les pores par synthèse. Donc ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir un matériau poreux solide, d'avoir un solide que, à nouveau, par la synthèse, par la chimie moléculaire, vous pouvez modifier. Ici, c'est les pores, par exemple, c'est la taille des pores. Vous avez une grande surface spécifique. Vous avez la possibilité, dans ces pores, d'isoler des sites actifs. Alors, ces pores c'est pratiquement le début de l'intérêt de ces matériaux, ont une affinité pour des gaz, et donc grande affinité pour des gaz, et donc une des applications, ça a été le stockage de gaz dans ces matériaux. Mais aussi, à cause de ces pores, vous voyez, vectorisation, l'utilisation de ces matériaux pour transporter des molécules actives au sein de ces pores. Donc une assez grande stabilité thermique et chimique. Ce n'est pas le cas de tous. Hein. Il y a un certain nombre de MOF qui n'ont pas cette stabilité-là, mais certains l'ont. Et puis, bien sûr, à nouveau, je le redis, je l'ai déjà dit,
le chimisme moléculaire peut s'exprimer dans cette chimie du solide à travers la possibilité de faire de la chimie organique sur le lien organique, donc fonctionnalisation relativement aisée, même si, au fond, l'espace chimique qu'on peut aborder n'est pas infini, on est quand même contraint, tout n'est pas possible, mais néanmoins, ce n'est pas si difficile et on peut atteindre une variété de matériaux solides à travers des modifications chimiques relativement simples et des linkers, des liens ici variés. Et on peut aussi modifier le nœud inorganique. Voilà. Donc ces matériaux ont tout un tas de propriétés. À la fin de mon exposé, ça ne sera pas aujourd'hui, mais sur ces matériaux, j'évoquerai le fait que ce ne sont pas des matériaux conducteurs. Donc il y a un grand sujet sur comment rendre ces matériaux conducteurs. Et j'en parlerai. Oui, alors là, quelques figures pour vous montrer de quoi on parle quand on parle de MOF, quelques exemples, et en même temps, ce seront parmi ceux-là que j'illustrerai le greffage de petites molécules sur les MOF pour en faire des catalyseurs ou des photocatalyseurs. Voilà, ça c'est un matériau très utilisé, UiO 66 ou 67. Alors 66 ou 67, ça dépend de la longueur du lien organique. Vous voyez, ici c'est un cluster à base de zirconium, d'oxyde de zirconium, et donc ça donne ce type d'arrangement. Vous avez un autre matériau qui s'appelle 1101. Ici, vous voyez, vous avez les atomes métalliques, vous avez un ion oxo. Ici, ce sont les carboxylates du ligand organique. Donc, vous avez un cluster qui peut être du chrome, de l'aluminium ou du fer, et toujours avec cet acide téréphthalique. Voilà la structure du matériau. Un autre exemple, toujours avec le même ligand, vous voyez que ce ligand a été beaucoup utilisé, on y reviendra souvent, le 1125, donc avec une roue ici qui contient des atomes de titane et des ponts hydroxo, et à nouveau on voit les carboxylates qui sont issus de l'acide téréphthalique et qui vont faire les liens avec les autres clusters de titane. Voilà la structure. Il est important, bien sûr, de mentionner que ce ligand-là n'est pas le seul qui est utilisé dans les MOF. Vous pouvez avoir d'autres ligands. Ici, un exemple. Ceci est ce qu'on appelle un imidazolate, puisque le ligand ici est un groupement imidazole qui fait le lien entre deux ions. Vous voyez, ici, ça peut être du zinc ou du cobalt. Je parlerai du cobalt parce qu'il a été utilisé en catalyse. Vous voyez, cobalt, imidazole, et ici, si on continue, ça sera un cobalt, puis des imidazoles, cobalt, etc. Et ça donne ce type de matériaux. Donc il y a de magnifiques structures, il y a une possibilité de changer le lien organique, de changer la partie inorganique. Et on peut mettre des fonctionnalités encore plus fortes. Voilà un matériau, donc un MOF avec un cluster à base de zirconium à nouveau. Et ici, vous voyez, le lien devient quand même sérieux. C'est plus de l'acide téréphthalique, c'est une porphyrine de zinc avec des liens benzoates ici, enfin des substituants benzoates qui permettent à nouveau de faire les chaînes nécessaires. Voilà. Je cite celui-là, 1053, parce que j'aurai l'occasion d'en parler. Vous vous souviendrez sûrement pas dans le détail de ces structures-là, mais ces termes-là reviendront. Retenez simplement que, voilà, ici, vous avez à nouveau des nœuds inorganiques, des clusters, souvent de type métal oxo. Ici, c'est de l'aluminium, et puis des liens organiques qui peuvent être aussi simples que ça, plus longs ou aussi compliqués qu'une porphyrine de zinc. Et ça s'appellera 1000, PCN, ZIF, UiO, etc.
d'une certaine façon, l'intérêt de ces composés, c'est qu'ils sont aussi assez faciles à synthétiser. C'est une forme d'auto-assemblage où vous partez donc d'un sel métallique, vous voyez ici du chlorure de zirconium, l'acide téréphthalique, et il se fixe sur le zirconium, ça fait une première étape, et ensuite les chaînes se développent. Voilà. Et je reviendrai là-dessus, mais à partir de là, on peut introduire des fonctionnalités sur les parties organiques, mais j'y reviendrai. Donc, on peut synthétiser, enfin, je peux en dire quelques mots, même si je me répéterai tout à l'heure, mais vous voyez ici, c'est une synthèse d'un UiO avec du zirconium, avec ce ligand un peu plus long, mais auquel on a rajouté cette bipyridine, par exemple, sur lequel est accroché un second métal. Et de fait, la synthèse se fait un peu comme ici, et vous introduisez cette entité métallique supplémentaire qui est représentée en rouge ici. Donc vous pouvez non seulement utiliser des ligands purement organiques, mais vous pouvez aussi introduire des ligands qui sont organométalliques. Deuxième façon de faire, qui est pas mal utilisée, c'est faire ce qu'on appelle de la fonctionnalisation post-synthétique. C'est-à-dire que, vous voyez ici, vous avez votre UiO avec vos liens organiques, purs organiques, et ici, vous pouvez, par échange post-synthétique, en traitant ce MOF avec un composé qui a une partie organique, un ligand organique qui est très proche du ligand organique du MOF initial, vous pouvez remplacer certains de ces ligands organiques, de ces liens organiques dans la structure solide par un autre ligand. C'est simplement de l'échange et de fait, vous avez un nouveau MOF où vous avez des liens à la fois organiques et organométalliques. Et puis, il y a 36 façons de faire pour rajouter des fonctionnalités métalliques. Voilà, en jaune est représenté ici ce qui va devenir le nœud inorganique du MOF. Ici, ce sont des liens organiques avec des fonctions. Ici, par exemple, je représente une fonction de complexation d'un ion métallique. Ici, un point d'accrochage d'un ligand. Ici, c'est mon ion catalytique ou photocatalytique, c'est son ligand. Donc, vous voyez qu'à partir de ce MOF, de ces éléments, je crée ce MOF-là. Si je traite ce MOF avec ici, j'ai un ligand, je peux rajouter un métal, et à ce moment-là, vous voyez que j'ai un lien organométallique par introduction d'un ion métallique dans un second temps. Le métal catalytique peut être mis à la place du lien inorganique ici, et donc de ce fait, cette chose-là peut être catalytique par le biais de ce métal. Ici, vous pouvez aussi traiter ce MOF non pas par un ion métallique, mais par un complexe organométallique, ML, où le ligand L du métal trouverait un lien avec une fonctionnalité sur le bras. Et puis enfin, vous pouvez, à nouveau, ceci représente un pore, vous pouvez introduire le complexe à l'intérieur du pore dans une fixation qui est non covalente. Il y a différentes façons, on verra, donc ça donne pas mal de choses. Donc tout ça, c'est du domaine de la synthèse, parce que bien entendu, il faut synthétiser les MOF et ensuite il faut les fonctionnaliser, il faut introduire le matériau que vous voulez greffer, enfin le matériau, la molécule que vous voulez greffer, et puis évidemment, ensuite, il faut les caractériser. Donc vous retombez sur cette problématique qui est de la caractérisation structurale et fonctionnelle. Alors au niveau de la caractérisation structurale, bien, au fond, vous utilisez essentiellement
les outils de la chimie du solide, hein, en particulier avec les microscopies, les isothermes d'adsorption, l'analyse thermogravimétrique, la diffraction des poudres, etc., etc. Et puis ensuite, vous avez la fonctionnalisation, la caractérisation fonctionnelle. Et là, comme je vous l'ai dit, parce que ces matériaux sont en général pas conducteurs, il y a relativement peu de choses dans l'analyse électrochimique, dans la caractérisation électrochimique de ces matériaux, y compris fonctionnalisés avec des molécules. Ça a démarré il y a très peu de temps et tout à la fin, je parlerai de comment on peut résoudre ce problème. Et donc, le plus souvent, ce qui est fait, parce que vous avez une poudre, en fait, le plus souvent, ce qui est fait, c'est que vous caractérisez ces nouveaux matériaux dans un système photochimique. Qu'est-ce qu'il vous faut pour étudier la réactivité dans un système photochimique? Il vous faut un collecteur de lumière, à nouveau, hein, rappelez-vous ce que je disais dans la première diapositive. Il vous faut un collecteur de lumière qui doit être excité, les électrons excités ensuite sont utilisés pour, il manque une troisième flèche hein, ici, pour aller sur les catalyseurs qui vont faire la réaction. Ou les trous, bon. Et puis, il vous faut un donneur d'électrons ou un accepteur d'électrons pour faire la chimie. Donc, en gros, dans un système photochimique, c'est relativement simple. Vous n'avez pas besoin de déposer ça sur une électrode. Vous n'avez pas besoin de conduction électrique. Donc, il vous faut un photosensibilisateur, un réactif sacrificiel, donc un donneur d'électrons et un accepteur d'électrons, selon que vous faites une réduction ou une oxydation. Bien sûr, quand vous faites une réduction, l'idéal, ça serait que votre réactif sacrificiel soit de l'eau, puisqu'à la fin, ça sera de l'eau, mais le plus souvent, ça ne l'est pas. Et donc, le test photochimique qui est utilisé, on peut peut-être les premiers systèmes photochimiques qui ont été montrés avec des MOF, ça date de ces années-là, 2009-2010. Et donc, vous éclairez le photosensibilisateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un photosensibilisateur qui est utilisé dans ces systèmes-là? Enfin, il y en a un certain nombre, mais le plus souvent, c'est ce complexe-là. Vous verrez dans la littérature, c'est ce qu'on appelle le complexe ruthénium-tris-bipyridine. Il y a 3 bipyridines. Il est utilisé massivement dans toutes les études. Bon, ça serait bien de le remplacer, mais pour le moment, personne ne s'y est vraiment attaqué et personne n'a trouvé vraiment mieux. Il a énormément d'inconvénients, mais il marche. Et puis un donneur d'électrons sacrificiels, là je me place dans le cas où on va faire de la réduction du CO2 ou de la réduction des protons. Eh bien, ce sont des molécules organiques de type amine. Voilà, donc c'est comme ça qu'après avoir synthétisé votre matériau, après avoir greffé votre molécule sur ce matériau, vous pouvez évaluer les propriétés catalytiques. Et donc, si on pense à développer un photosystème, un matériau solide qui a à la fois les propriétés de collecte de la lumière et de catalyse, eh bien, l'idéal, c'est d'arriver à ces 4 situations-là, celle-là, 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 c'est-à-dire où vous avez à la fois le catalyseur et le photosensibilisateur sur le même matériau. Le catalyseur, donc vous pouvez avoir cette configuration où la partie photosensibilisatrice est sur le lien organique et le catalyseur est sur le nœud inorganique. Vous pouvez avoir la situation où les deux sont sur des liens organiques modifiés, fonctionnalisés. Vous pouvez avoir une situation dans laquelle le photosensibilisateur est sur le lien organique et le catalyseur encapsulé dans un pore. Et enfin, une situation dans laquelle vous avez les deux incorporés, encapsulés dans le catalyseur. Et ici, ce sont à peu près les dates de réalisation de ces configurations-là. Vous voyez, c'est quand même très récent. Et
et je parlerai évidemment de cette dernière situation, je mets 2018 parce que c'est un travail que nous avons fait au laboratoire, qui est juste soumis pour publication, et qui a évidemment l'avantage d'éviter toutes les fonctionnalisations qui sont nécessaires pour les autres configurations. Ici, c'est juste un MOF dans lequel on arrive à intégrer dedans, sans synthèse particulière, sans modification du MOF, à intégrer les molécules, donc sans modification des molécules aussi. Donc tout est la même chose, sauf que c'est isolé au sein d'un pore, et de mon point de vue, ça a un gros avantage. Voilà, alors je commence par les premiers systèmes. Et les premiers systèmes qui ont été publiés, ce sont les systèmes dans lesquels les nœuds inorganiques sont catalytiques et le photosensibilisateur est soit exogène, donc ça c'est le système le plus frustre d'une certaine façon, parce que, à nouveau, notre objectif, c'est d'avoir un solide qui a tout. Comme dans le photosystème naturel, où tout est intégré dans un système membranaire. Ici, l'idée, c'est vraiment d'intégrer tout dans une seule molécule. Ce n'est pas le cas ici, et ça commence à être le cas là. Alors j'ai dit 2009 parce que, à ma connaissance, ceci est le premier travail qui a été publié dans un très bon journal, Energy Environmental Science, en 2009. C'est ce qui est dit. We describe our observation of the first example of photochemical reduction of water into hydrogen driven by a MOF, photocatalyste. Alors, le terme photocatalyste, pour moi, n'est pas bon ici, parce que ce n'est pas un photocatalyseur. Pour moi, un photocatalyseur, c'est une entité qui fait à la fois la collecte de la lumière et la catalyse. J'y reviendrai parce qu'il y a des cas comme ça. Ici, vous voyez, c'est un MOF à base de ruthénium. Donc, c'est un binucléaire de ruthénium. Vous reconnaissez ici les carboxylates qui font partie des liens organiques et l'assemblage tridimensionnel est représenté ici. Ce sont ces sites-là qui sont catalytiques, mais comme vous le voyez dans ce schéma-là, ce MOF à base de ruthénium a besoin d'un photosensibilisateur. À nouveau, c'est le ruthénium tris-BP, et vous avez un système avec un donneur d'électrons. Donc, à nouveau, je répète, mais ça sera toujours comme ça. Vous avez un photosensibilisateur qui est excité par la lumière solaire. Il est dans un état excité. Ces électrons excités ont des potentiels redox suffisamment bas pour pouvoir réduire. Bon, ici, il y a un médiateur particulier, n'en tenez pas compte, c'est le méthylviologène, mais la plupart des systèmes n'ont pas besoin de ce médiateur. Mais ces électrons sont envoyés dans les atomes de ruthénium du MOF qui ont la capacité de fixer des protons et de réduire les protons en hydrogène. Et évidemment, en faisant cela, ce ruthénium a perdu un électron. Pour qu'il en redonne dans un deuxième cycle, il faut évidemment lui redonner un électron, et c'est pour ça qu'il y a un donneur d'électrons. Ici, c'est de l'EDTA, mais ça peut être d'autres choses. Donc, ça peut être les fameuses amines, mais c'est une amine que j'ai montré tout à l'heure. Donc, et ainsi de suite, vous pouvez faire plusieurs cycles catalytiques. Donc je ne vais pas répéter ça chaque fois parce que ça sera toujours la même chose. Un photosensibilisateur excité, des électrons excités qui réduisent le catalyseur, qui réduit le substrat, et le photosensibilisateur qui s'est oxydé en cours de route, qui doit être réduit. Et voilà. Alors, vous voyez, ici, ce ne sont pas des performances exceptionnelles. Vous voyez, 8 cycles catalytiques en 4 heures. Mais comme vous le verrez, il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes de performance de ce type-là. Mais ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qui va un peu plus loin et avec une stratégie qui est relativement simple et qui est quand même assez intéressante, c'est simplement en introduisant, et donc vous voyez à nouveau l'intérêt de la stratégie et la puissance de la... On est dans du solide, mais on a du moléculaire, et on peut faire de la synthèse, on peut faire des modifications, et simplement en introduisant un groupement amine ici, et en travaillant sur ce UIO, qui est le même que celui que je vous ai montré auparavant, avec ces clusters à base de zirconium, et le lien amino-téréphthalique ici, sauf qu'on a rajouté une amine. Regardez le changement sur
le spectre UV visible du matériau. Ici, on a de l'absorption en dessous de 300 nanomètres. Ici, on a une queue d'absorption qui va dans le visible. Donc, on peut faire de l'absorption de la lumière visible, de la lumière solaire. Et de fait, non seulement ce groupement est en fait le photosensibilisateur du système, il est relativement simple, et c'est bien ce qui est écrit ici, vous voyez, excitation de cette partie, absorption de la lumière sur cette partie organique, et ces électrons excités vont sur le cluster à base de zirconium, et il s'avère que ce cluster à base de zirconium a des propriétés catalytiques pour la réduction des protons en hydrogène. Donc, au fond, je situe à peu près là la première réalisation d'un système dans lequel, en tout cas pour la réduction des protons, on a tout rassemblé, prenant avantage d'une petite modification du lien organique et de la capacité des clusters métalliques inorganiques de faire de la catalyse de réduction des protons. Alors, ceci a été fait avec... bon, je ne l'ai pas montré, mais ça a été fait aussi avec des matériaux du 1125 à base de titane, dans lequel il y a eu l'introduction de groupements aminaux. Vous voyez, un peu plus tard, 2012. Et donc, vous voyez ici, ici, ces matériaux ont été utilisés pour la réduction du CO2 maintenant. Et il s'avère que ces clusters de zirconium sont capables de faire de la réduction du CO2 en acide formique. Et donc, vous voyez qu'ici, il faut votre groupement amino sur l'acide terephtalique pour qu'il y ait de l'activité. Si vous prenez l'acide terephtalique sans groupement amino, il ne se passe strictement rien. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est à nouveau ce qui est indiqué ici. Vous voyez, excitation du photosensibilisateur, le lien organique, donneur d'électrons, transfert des électrons excités sur le cluster. Il est à base de zirconium 4+, il est réduit en zirconium 3+. Et ce zirconium 3+, a la capacité de fixer du CO2, d'envoyer des électrons pour faire de la transformation en acide formique. Et vous voyez qu'on peut aller encore plus loin. On a fait des choses aussi dans ce domaine, mais je vous cite ce travail qui est un peu plus tard par les mêmes auteurs, où ils sont allés encore plus loin en modifiant un peu plus la partie photosensibilisatrice, en introduisant 2 groupements aminaux. Et vous voyez que par rapport à celui qui a un seul groupement amino où il y a un peu d'absorption dans le visible, celui-là, il se déplace encore plus dans le visible. Et de fait, il est plus actif. Vous voyez, c'est celui-ci par rapport au premier. Donc c'est assez versatile d'une certaine façon, pas de façon infinie, mais c'est assez versatile. Et on peut à nouveau, par la chimie, modifier un solide pour le rendre photocatalytique et faire quand même une réaction assez complexe. Elle est à 2 électrons, 2 protons, mais c'est déjà assez complexe puisque, comme vous le savez, activer le CO2 et le transformer, ce n'est pas une chose simple. À nouveau, les MOF photocatalytiques donc là, le terme est correct. Je dis le MOF est photocatalytique parce que c'est cette entité globale qui contient à la fois les aspects photosensibles et les aspects catalytiques. Donc là, 1053, 1101 à base de fer. Pourquoi je montre ça? C'est parce que tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait modifier la partie organique. Donc ça a été fait aussi dans le cas du... Mais on peut aussi changer le cluster. On a vu, on peut faire du zirconium, on peut faire du titane, on peut faire du fer avec différents types de clusters. Et avec différents types de clusters dans les nœuds inorganiques. Et comme vous voyez, on peut faire varier significativement les activités. Donc, à nouveau, versatilité du système. Et donc ici, à nouveau, on voit le 1101 à base de fer, hein, celui-là, avec l'introduction de la partie amine. Donc, même schéma, qui fait en effet de la photoréduction du CO2 en acide formique. Et
voilà. Et donc on a un système qui marche en lumière visible, qui est stable, mais qui est très peu actif. C'est pour ça que souvent ces gens-là ne montrent pas les résultats en termes de turnover number, de cycle catalytique, mais ils préfèrent montrer en termes de quantité de produits. Mais si vous le ramenez à la quantité de matériaux actifs, évidemment, ça ne fait pas un grand nombre de cycles. Néanmoins, voilà. Mais vous voyez que ça se publie quand même dans ACS Catalysis en 2014, ce genre de choses. Mais c'était pour vous montrer, voilà, que vous pouvez toucher à la partie organique, vous pouvez toucher à la partie métallique, vous pouvez changer de type de MOF, voilà, et avoir des activités différentes. Toujours dans la réduction du CO2, pour vous montrer que les choses sont allées plus loin. Ici, c'est enfin, on peut aussi utiliser d'autres types de MOF, parce que pour le moment, je n'ai parlé que de liens téréphthaliques. Bon, voilà, donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ces liens imidazolates. Alors là, c'est un imidazole substitué, hein, mais... et donc, ce matériau est bien connu, et vous voyez, en 2014, il a été montré comme étant catalytique, associé donc à nouveau à ce photosensibilisateur. Et là, on commence à avoir des activités qui sont intéressantes. Vous voyez, une centaine de tonnes en une demi-heure, pour faire un mélange, alors pas très sélectif, mais quand même un mélange CO et hydrogène. Et c'est une des choses qui est souvent mise en avant lorsque vous utilisez un matériau solide, c'est le caractère recyclable, et c'est effectivement le cas de ce matériau. Ce qui s'inactive, c'est le photosensibilisateur, ce n'est pas le catalyseur. Quand vous changez de photosensibilisateur toutes les 30 minutes, eh bien, vous voyez, vous avez une très très grande stabilité de ce matériau. Toutes les 30 minutes, vous faites une centaine de turnovers, et donc c'est quand même une assez grande performance dans ce domaine. Ce matériau, de fait, a été... donc, ici, je suis désolé, d'une certaine façon, enfin, pour le moment, je ne parle pas tant de molécules greffées sur ces solides. Je parle de MOF qui sont eux-mêmes actifs. Donc, j'ai introduit mon discours en disant je vais étudier le greffage de petites molécules, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Même si, bien sûr, puisque tous ces matériaux solides dont je parle ont une certaine nature moléculaire, dans la mesure où les liens sont moléculaires, et les nœuds aussi. Ici, vous voyez, on a un complexe de cobalt qui est maintenant intégré dans un solide, mais qui est d'ordre moléculaire. Bon. Ils ont été associés, alors comme le photosensibilisateur ici est très instable, se dégrade, ces auteurs ont essayé de trouver autre chose en se disant le catalyseur est intéressant, je vais trouver d'autres photosensibilisateurs. Et donc il y a eu des travaux aussi bien avec des quantum dots, des sulfures de cadmium, que ces fameux composés nitrure de carbone graphitique. Et donc, là aussi, très grande activité, activité intéressante, beaucoup plus sélective. Vous voyez, on fait beaucoup plus de CO que d'hydrogène. Le catalyseur est stable et le semi-conducteur est stable. Ici, on ne change rien. Et donc, on peut faire un grand nombre de recyclages de l'ensemble. Voilà. Alors, à partir de maintenant, je vais me placer dans la fixation de composés moléculaires sur des solides de type MOF. Et le premier cas que je vais traiter, c'est
des systèmes, parce que ce sont les premiers, pour simplifier les choses, les gens qui ont voulu faire ça se sont dit on va commencer par des systèmes dans lesquels on n'a pas accroché deux choses différentes. On va en accrocher qu'une qui a la propriété d'être photocatalyseur, c'est-à-dire à la fois capable de prendre des photons et de jouer le rôle de catalyseur. Et on peut situer à 2011 par un des grands acteurs du domaine, Wen Bin Lin, ce papier en 2011 dans le JACS, où pour la première fois, il a fait ça, vous vous souvenez, je l'ai déjà présenté. Il a introduit, il s'est dit, il y a des MOF qui existent avec ce lien organique, vous voyez qu'il est un peu plus long, il y a un phényl de plus, et ça commence à ressembler à un ligand très fameux de la chimie inorganique, de la chimie de coordination, qui est ce ligand bipyridine, donc avec des fonctionnalités carboxylates. Donc à partir de là, on peut faire des MOF, notamment des UIO à base de zirconium, et c'est ce qu'il a fait. Et en mélangeant le sel de zirconium, le lien organique, le ligand organique, et un ligand organique fonctionnalisé pour fixer un métal à travers cette coordination bipyridine, eh bien, il a fait toute une série de MOF qui étaient fonctionnalisés avec des complexes d'iridium, des complexes de rhénium, des complexes de ruthénium. Enfin, chaque fois un métal différent, avec un MOF qui ressemble à ceci, les nœuds inorganiques, les ligands organiques pas fonctionnalisés, et en rouge, la bipyridine avec le métal et les autres ligands du métal. Et en faisant cela, je passe tout de suite à la figure de droite. Si vous mettez un complexe de rhénium, eh bien vous avez une entité qui est très connue pour être photocatalytique, pas exceptionnelle, hein, mais pour être photocatalytique. Et donc, en produisant ce MOF, ici vous imaginez qu'il y a le rhénium, CO3 fois chlore, eh bien, simplement en éclairant, il n'y a pas un autre élément que cela, mais simplement en éclairant, vous produisez du monoxyde de carbone à partir du CO en présence d'un réducteur, et vous voyez avec une efficacité qui n'est pas terrible, mais avec une très bonne sélectivité pour le CO. Bon, il a fait d'autres choses dans cet article. Je mentionne le cas où il a fixé un complexe d'iridium cyclopentadiényl. Ici, ce n'est pas de la photo, il a rajouté un oxydant et il a fait de l'oxydation de l'eau en oxygène. C'est une chimie qui nous intéresse. Bon, simplement ici, elle n'est pas photochimique, il utilise un oxydant chimique, le cérium 4. C'est un système très stable, à nouveau, vous voyez, plusieurs milliers de turnover. Évidemment, voilà, il ne faut pas être pressé, mais c'est un système qui est très stable. Ça, c'est la première fois qu'a été fait ce type de système, et ceci est une véritable façon de greffer sur un solide un catalyseur qui est connu depuis longtemps pour être un photocatalyseur. Et c'est une stratégie qui, vous allez le voir, va être très abondamment utilisée. Et je continue avec ce titre ligand bipyridine. Tout ça publié dans des très bons journaux. Vous voyez ici en 2013 dans Energy Environmental Science. Le MOF 253, donc c'est de l'aluminium, des clusters d'aluminium sur les sites inorganiques, avec à nouveau le même ligand bipyridine dicarboxylate, et en traitant par un sel, enfin un complexe de platine, un sel de platine. À ce moment-là, on peut accrocher du platine, qui est connu pour être un catalyseur, bien sûr, sur la bipyridine. Et comme vous pouvez le voir ici, le MOF lui-même, il n'est pas coloré. Vous voyez, il absorbe dans l'UV. Et puis, quand vous rajoutez votre BP platine, voilà, vous avez une absorption dans le visible.
très largement, et le système est actif pour faire de la réduction des protons en hydrogène avec un réducteur sacrificiel. Vous voyez ici, là aussi, des performances qui sont assez limitées. Oui. Autre exemple, toujours la même chose. Donc ici, c'est un complexe de ruthénium qui est fixé. Donc, dans le cas du platine, c'est la même chose. Hein, c'est un photocatalyseur. Hein, il n'y a pas de photosensibilisateur. Ici, c'est toujours à peu près les mêmes conditions. Donc, un complexe carbonyle du ruthénium qui est aussi... Enfin, cette entité-là, non fixée à un solide, est connue pour être un catalyseur de la réduction du CO2. Ici, les auteurs, vous voyez, en 2015, utilisent la stratégie MOF pour l'hétérogénéiser, pour le transformer en un solide qui, de fait, garde son activité de transformation du CO2 essentiellement en CO et en acide formique. À nouveau, vous voyez que vous oubliez le sensitized ici, c'est quelque chose qui viendra un peu plus tard. Mais vous voyez que la première modification, on passe du MOF à ce MOF CO2, celui-là. Vous voyez qu'on déplace la bande d'absorption. À nouveau, on commence à absorber dans le visible. Et de fait, on peut, au-dessus de 400 nanomètres, on a une poudre qui est active pour la réduction du CO2 en acide formique et en CO, et pratiquement pas d'hydrogène. Toujours à base de ruthénium. Donc, voilà. Donc ici, c'est un système dans lequel vous avez oui, c'est ça. Vous avez donc un MOF à charpente métallique ici, enfin un nœud inorganique à base de cadmium. Et ce qui est introduit ici, ce sont donc des bipyridines qui fixent du ruthénium et vous introduisez des complexes ruthénium-tris-BP dans le système. Et là, ce qui est intéressant, c'est que par synthèse, vous pouvez aussi, je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas le temps, vous pouvez aussi produire des matériaux solides qui ont des morphologies tout à fait différentes. C'est un autre aspect, c'est qu'avec ces matériaux, vous pouvez aussi avoir des morphologies tout à fait différentes. Ici, vous voyez des sortes de nanofleurs, des microcristaux, des gros cristaux, etc. Et comme vous le voyez ici, quand on regarde la production d'acide formique à partir de CO2, on a des propriétés tout à fait différentes. Donc ça, et puis on a un matériau qui est stable, à nouveau, sur plusieurs cycles catalytiques. Vous avez une production d'acide formique stable. Donc voilà, tout ça c'est pour dire, dans cette première approche où on fixe avec un ligand bipyridine une entité métallique dont le design vient du fait que sur le plan moléculaire, l'espèce est active, c'est-à-dire le complexe BP-platine ou BP-ruthénium ou BP-rhénium, carbonyle ou pas, sont des entités qui sont connues pour être actives en solution. On veut les fixer et la disponibilité, la possibilité de mettre une bipyridine sur le matériau permet de fixer ces entités moléculaires. On peut fixer, comme vous l'avez vu, un peu différents types de complexes. Et on peut aussi, par synthèse, avoir des propriétés différentes, des morphologies différentes. Donc, à nouveau, c'est cette idée d'une versatilité qui est quand même intéressante. Alors, on ne sait pas très bien pourquoi on a ces différences-là en activité. Est-ce que c'est à cause des différences de morphologie, une plus grande capacité
de capture de la lumière. Est-ce que c'est une stabilisation des états excités qui est différente? Est-ce que c'est une nanostructuration différente qui fait que le parcours des espèces actives, le transfert de charge, les transferts d'énergie sont différents? On ne sait pas tout ça, mais disons qu'on peut modifier les réactivités. Ici, c'est à nouveau, enfin, il y a toute une série d'exemples. J'ai essayé d'être assez exhaustif. Ici, vous voyez, vous avez un nœud inorganique qui porte des ligands bipyridines avec des complexes d'iridium. Et là, voilà, CP veut dire Coordination Polymer. Donc pareil, production de... Donc à nouveau, une entité ici qui est connue pour être active dans la réduction du CO2, qu'on peut hétérogénéiser et avoir de l'activité. Et pour le coup, contrairement aux complexes moléculaires, avoir vraiment un matériau recyclable, ce qui est un des objectifs de l'hétérogénéisation. Donc, oui, dernier exemple dans cette famille. Donc c'est un MOF avec des ligands porphyrine. Je l'ai évoqué, hein, d'ailleurs ça avait un autre nom, mais ce genre de choses est appelé par différents noms dans la littérature. Donc vous avez ici un ligand porphyrine. Donc là, vous commencez à avoir des choses qui sont un peu plus compliquées que les bipyridines. Vous avez un ligand porphyrine et à nouveau des centres inorganiques ici à base d'oxyde de zirconium. Ce qui a été fait ici, c'est que si vous prenez ce système-là et que vous étudiez la photoréduction du CO2, toujours en condition d'un réducteur, hein, c'est une amine dans un solvant organique en lumière visible, eh bien, ce système est totalement inactif. Voilà. Il n'y a rien pour... Enfin, il n'y a rien. Non, la porphyrine elle-même pourrait fixer la lumière, hein, c'est coloré. Mais ce système ne fonctionne pas. Et dès qu'on a introduit un atome métallique, ici c'est du cobalt ou du zinc, tout d'un coup le système devient actif, comme vous pouvez le voir ici, avec... non, excusez-moi, il y a une petite activité avec le MOF. Quand on met du cobalt ou du zinc, donc on a une bonne activité de production du CO. Il s'avère que ces gens-là rapportent que, mais vous voyez, à des quantités qui sont beaucoup plus faibles, mais néanmoins qui forment un peu de méthane. Alors ça, c'est assez troublant et en même temps très intéressant, parce que vous comprenez bien que transformer du CO2 en méthane, ça commence à devenir sacrément intéressant, parce que le défi est énorme et que sans doute, même si j'ai dit parfois l'inverse, mais en tout cas, produire des hydrocarbures à partir du CO2, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, en tout cas. Voilà, et donc ce système devient actif, et en fait, on ne sait pas très bien ce qui se passe là-dedans. Donc c'est pour ça que je pose toutes ces questions. Quel est le mécanisme? Quels sont les sites actifs? Est-ce que tout simplement on a en effet un photocatalyseur? C'est pour ça que je l'ai placé dans cette catégorie-là. La porphyrine de cobalt ou de zinc, les porphyrines de cobalt et de zinc sont connues pour avoir des propriétés photosensibilisatrices, captent la lumière solaire, et les électrons excités, qu'est-ce qu'ils font? Soit, comme je l'ai indiqué ici, c'est la porphyrine de cobalt elle-même qui réduit le CO2. J'aurais tendance à
penser que c'est plutôt ça. D'abord parce que les porphyrines de cobalt ont été, enfin vous le verrez, il y aura d'autres exemples sont connus pour, en effet, avoir ces propriétés catalytiques. Soit, comme on l'a évoqué dans le cas des aminotéréphtalates, ces électrons excités vont sur le cluster de zirconium et c'est lui qui fait la chimie. L'article ici ne discute pas du tout ces questions-là, donc on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Mais néanmoins, comme vous le voyez, c'est un système qui fonctionne. C'est assez difficile de voir exactement en termes de cycle catalytique, mais c'est un système stable. À nouveau, presque systématiquement, je montre la recyclabilité parce que c'est une des propriétés intéressantes de ces systèmes. Voilà, je vais finir par ça. Et donc là, on va continuer avec des catalyseurs maintenant hétérogénéisés sur les MOF. Tout à l'heure, c'était des photocatalyseurs. Vous vous souvenez, je ne rajoutais pas de ruthénium tris-BP. Et là, je fais simplement un catalyseur et je serai obligé de rajouter un photosensibilisateur. Et donc, la première illustration, parce que c'est sans doute une des premières choses qui a été faite dans le domaine, et c'est en 2015, c'est au laboratoire ici. Donc c'est un travail qui avait été initié par Matt Chambers, qui était un postdoc qui travaillait américain, qui est maintenant assistant de professeur aux États-Unis, Xia Wang qui a soutenu sa thèse il y a à peu près un an, et Caroline Mélo-Drasniak, avec qui on développe tous ces projets sur les MOF ici. Et donc, à ce moment-là, on avait observé, ce qui n'avait jamais été étudié, que ces complexes de rhodium, bipyridine, cyclopentadiényle, étaient d'assez bons catalyseurs pour la photoréduction du CO2 en un mélange d'acide formique et d'hydrogène, à nouveau en utilisant ce photosensibilisateur. Donc vous avez le substrat, vous avez les électrons qui viennent de cette amine, et vous avez le photosensibilisateur, et vous éclairez avec de la lumière visible. Bon, ça, c'est le système marche bien. Il s'arrête parce que, à nouveau, c'est ce photosensibilisateur qui se dégrade. Et donc on s'était dit, bon, c'est un bon système, et comme dans le laboratoire, on se préoccupe beaucoup de cette question d'hétérogénéiser nos complexes moléculaires, on s'était dit, eh bien, on va, et c'était la première fois qu'on le faisait au laboratoire, on va hétérogénéiser. On a différentes stratégies d'hétérogénéisation, mais dans ce cas-là, on voulait hétérogénéiser ce complexe justement dans une approche MOF. Je dois dire que cette idée-là, vous voyez, ceci est publié en 2015, et l'article dans le JACS de 2011 de Wenbin Lin, où il a accroché l'atome de rhénium et où il a mis la première BP, en fait, quand j'ai rencontré Caroline et qui a rejoint le laboratoire, c'était à peu près en 2011, et on avait cette idée-là à peu près en même temps, et on a découvert ensemble la bipyridine sur le MOF. Bon, on a continué, et c'est en 2015 que nos travaux sont sortis. Et donc on a testé. Donc là, c'est en solution, hein, il n'y a pas de MOF là, c'est en solution. On a accroché simplement des carboxylates, puisque ceux-là sont nécessaires pour construire le MOF, et on s'est aperçu que ce complexe est actif aussi. Les carboxylates ont quand même un effet assez sérieux sur la réactivité, parce que vous observez ici que la sélectivité pour l'acide formique est moins bonne que si vous n'avez pas de carboxylate, hein, comme vous pouvez le voir, 125-55, ici 42-40. Bon, néanmoins, on a continué, et en effet, avec nos collaborateurs
l'Institut de catalyse de Lyon, David Farusing et Jérôme Canivet, par cette stratégie que j'ai déjà évoquée, hein, d'échange de ligands post-synthétiques, c'est-à-dire en partant d'un MOF UiO, donc à base de zirconium, avec ses ligands bicycliques, on a fait de l'échange et on a remplacé certains de ces ligands organiques par ce ligand organométallique. Et vous le reconnaissez, c'est le ligand qui est actif, que j'ai montré tout à l'heure, qui est en solution. Et donc on obtient notre catalyseur maintenant fixé sur ce solide. Et on a été capable de produire des matériaux avec différentes quantités de rhodium à l'intérieur, ce qui nous a permis d'avoir une analyse de la réactivité en fonction de cela. Bon, je ne rentre pas dans le détail de la caractérisation, tout ça montre qu'on a toutes ces caractéristiques, rayons X, microscopie, spectroscopie UV visible, BET, enfin tout ça montre parfaitement bien que la structure que nous proposons ici est validée. Donc on a bien fixé notre catalyseur. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ce catalyseur se trouve sous la forme d'un MOF, il conserve complètement ses propriétés catalytiques, donc il est capable de catalyser la photoréduction du CO2 en acide formique en hydrogène avec une sélectivité qui est à peu près comparable. Donc ce matériau, cette poudre-là, est active, elle est stable. Ici, c'est indiqué 4 jours parce qu'on n'en a pas fait plus, mais qui est recyclable. Donc on a un matériau tout à fait intéressant. Ici, vous voyez, c'est un peu erratique, mais disons que sur 6 runs de 16 heures, voilà, on a un matériau parfaitement stable. À nouveau, si on compare les matériaux moléculaires et les matériaux, la molécule elle-même en solution et le matériau solide qu'on a fait avec les mêmes entités catalytiques, et on les compare à quantité de rhodium identique, eh bien, qu'est-ce qu'on observe? On observe que notre système est un peu meilleur en production d'acide formique et un peu moins bon en production d'hydrogène. C'est assez significatif. Donc, on change la sélectivité et on fait un peu plus de réduction du CO2 que des protons, donc c'est plutôt une bonne chose. Et par contre, je voudrais rester un petit peu là, on a un comportement qui est tout à fait étrange si on les compare en termes d'effet de concentration en rhodium. Si vous regardez, alors le complexe 2 ici, c'est le complexe moléculaire, c'est lui. Eh bien, ce que vous observez, c'est que plus vous mettez de rhodium, en fonction de la quantité de rhodium que vous ajoutez, vous avez un pic et puis ça tombe. Donc l'acide formique, pareil. Donc vous voyez que vous avez plus d'hydrogène que d'acide formique, mais ça suit la même tendance. À partir d'un certain point, il n'y a plus d'acide formique, il n'y a plus d'hydrogène, et ça c'est le total, il n'y a plus rien. Donc en mettant trop de complexes de rhodium, vous avez une inactivation du système. Donc il faut se situer vraiment dans une position très particulière pour avoir de l'activité. Dans le cas du matériau solide, en fait, ce qu'on observe, c'est que vous avez le même phénomène en acide formique, mais par contre, vous avez une augmentation continue de l'hydrogène. Par contre, en termes d'activité globale, vous avez un système stable en fonction de la quantité de rhodium. Donc, on s'est demandé un peu comment tout ça quelle était l'origine de ces comportements. Ici, bon, c'est un comportement assez classique. Il y a des mécanismes de désactivation intermoléculaire assez classiques lorsqu'on a des systèmes homogènes. Les systèmes ne sont pas isolés, donc les catalyseurs, les molécules peuvent s'inactiver mutuellement. Et pour celui-là, eh bien, ce qu'on a observé, eh bien, c'est que ce changement de sélectivité en fonction du rhodium, de la quantité de rhodium, s'expliquait par le fait que ce catalyseur
avait la propriété de décomposer l'acide formique en CO2 et en hydrogène. Et ceci s'explique probablement par le fait que plus on remplit en complexe de rhodium, moins on a accès au cœur au cœur du matériau. Et donc, ce qu'on a essentiellement, c'est, enfin, plus on a de rhodium et plus on a de la réduction des protons en hydrogène et moins de réduction du CO2 en acide formique. Donc, ça veut dire qu'il y a des densités de sites qui sont optimales dans ces matériaux. En même temps, et que c'est important d'isoler les sites catalytiques, puisque le système moléculaire se détruit assez rapidement, alors que celui-là ne se détruit pas. Néanmoins, on voit bien que selon qu'on veuille de l'acide formique ou de l'hydrogène, il faut se placer à des quantités de rhodium différentes. Mais ça, c'est intéressant parce que, si vous voulez, ici, on a un matériau qui est capable à la fois de faire de la réduction du CO2 en acide formique et de décomposer de l'acide formique en CO2, et ce n'est pas photochimique, c'est purement thermique. Et ça, si vous voulez, c'est une chose qui est très étudiée, parce que, vous voyez, dans un cycle comme ça, j'ai eu l'occasion d'en parler, et peut-être j'aurai d'autres occasions d'en parler, mais vous voyez, si vous transformez le CO2 en acide formique, eh bien, l'acide formique peut être une forme de stockage de l'hydrogène. Et donc, si votre acide formique ne vient que du CO2, à ce moment-là, vous avez ici la possibilité d'utiliser l'acide formique sous une forme de, enfin, comme mode de stockage de l'hydrogène, ce qui est assez pratique, et dans certaines conditions, ce qui veut dire en chauffant un peu et avec un catalyseur, parce que sans catalyseur, évidemment, ça ne marche pas, vous pouvez générer de l'hydrogène et vous redonner du CO2. Alors vous pouvez dire c'est embêtant de redonner du CO2, mais à nouveau, comme l'acide formique vient du CO2, c'est un cycle qui est assez vertueux, sans production de CO2. Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça, je continuerai la prochaine fois. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà, on est sur ces matériaux. Je vous montrerai la prochaine fois d'autres stratégies de fixation de ces molécules sur des MOF. À nouveau, je me répète, même si les performances ne sont pas encore exceptionnelles, les premiers travaux sérieux, vous voyez, qui commencent vraiment après les années 2010, 11-12, ça fait quoi, 5-6 ans de travaux, pas plus. Bon, dans l'histoire des sciences, c'est peu. Mais on sent qu'il y a un engouement autour de ces approches-là. Il y a une certaine versatilité. Ce n'est pas infini comme versatilité. Je pense, après avoir pensé qu'il y en avait plus, que c'est quand même relativement limité. Mais malgré tout, c'est un bel exemple de chimie du solide où les chimistes moléculaires peuvent avoir une action, peuvent produire des choses en utilisant leurs outils de la chimie moléculaire. Et ça, c'est très intéressant. C'est une façon, à nouveau, avec les outils de la chimie organique et de coordination, de modifier des solides sur lesquels on a, en effet, une maîtrise. Et ça, enfin, je ne dis pas que les chimistes du solide n'ont pas de maîtrise sur le matériau, mais à nouveau, avec cette culture de chimie moléculaire, ce qu'on appelle la maîtrise, c'est celle de la chimie moléculaire qui est tout à fait particulière. Voilà. Donc je continuerai avec d'autres exemples la prochaine fois et d'autres configurations. J'explorerai les différentes configurations qui nous amèneront à 2018 dans l'histoire des différentes configurations. Voilà, merci.